Autrefois, le roi de France avait un grand jardin aux portes de Paris qui portait son nom. Aujourd'hui, le seul roi de ce jardin est un grand cèdre du Liban que le botaniste Jussieu tira de son chapeau il y a 2 siècles. Depuis, le jardin des plantes a semé les graines de la connaissance encyclopédique et vu germer de grandes théories scientifiques. Avec Galilée, venez vous asseoir au bureau du plus grand naturaliste connu, le comte de Buffon, et cultivez votre savoir en découvrant tous les secrets du jardin des plantes de Paris. Le jardin des plantes, à l'entrée du vieux Paris sur la rive gauche de la Seine, a été pendant plus de 2 siècles le lieu où l'on a rassemblé les connaissances dans les domaines les plus variés. Aujourd'hui, le jardin des plantes, pour les Parisiens, est encore un lieu de découverte, où l'on se livre à de multiples expériences, tout en classant et répertoriant. Ici vit encore l'esprit de l'encyclopédie. Mais à la fin du XVIIIe siècle, le jardin des plantes se trouvait aux limites de Paris, face à la campagne. Et à l'origine, c'était ça. Le jardin des plantes médicinales, coincé entre les anciens remparts et le cours de la Bièvre, qui se jette plus en aval dans la Seine. À la place de l'actuelle école de botanique se trouvait le premier jardin du roi, celui des plantes médicinales, créé pour concurrencer l'archaïque faculté de médecine. Alors ici, nous nous trouvons dans le carré creux. Ce carré creux a été créé par les jardiniers du Jardin des Plantes pour marquer l'emplacement où se trouvaient autrefois les anciens bassins dans lesquels les jardiniers venaient prendre de l'eau avec leurs arrosoirs, puisqu'il n'y avait pas d'arrosage automatique à l'époque. Et ce carré creux est donc marqué là sur l'emplacement exact de la Bièvre, d'un des bras de la Bièvre, qui allait se jeter plus loin vers l'île de la Cité. Alors nous nous trouvons ici sur la butte Coypeau, dit le labyrinthe du Jardin des Plantes de Paris. Autrefois, c'était un tas d'ordures. C'était le tas d'ordures de Paris, car les fortifications de Paris se trouvaient là-bas. Et ici, c'était la campagne. Alors sur ce tas d'ordures, quand nous plantons, actuellement, à 0,80 ou 1 mètre, nous trouvons un certain nombre de choses, de la vaisselle, des assiettes, des objets anciens, quelquefois même des pièces de monnaie anciennes. Et nous plantons tout de suite nos arbres et nous rebouchons pour éviter que les archéologues viennent farfouiller. Au XVIIIe siècle, la butte Coypeau a été le rendez-vous de tous les botanistes français qui ont planté sur ses pentes des arbres de toutes origines. L'arbre le plus célèbre du Jardin des Plantes de Paris, le cèdre du Liban. Il a été planté en 1734 par Jussieu, et la petite histoire veut qu'en ramenant de Londres ce jeune plant, il l'avait dans un pot, ce pot a cassé. Et comme il ne savait pas quoi faire de ce cèdre, il l'a mis dans son chapeau et il est venu au Jardin des Plantes le planter dans son chapeau. Alors ce cèdre est très important pour nous parce que c'est un vrai cèdre du Liban. C'est-à-dire qu'il est génétiquement pur. Et ces boutures sont mises en culture au Liban pour reconstituer la forêt. Le grand savant qui marque définitivement le jardin du roi de son empreinte est Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, intendant du domaine pendant 49 ans. Sur son lieu de travail, Buffon se fait construire l'hôtel particulier où il vit et meurt en 1788. À l'époque, de l'autre côté de la Seine, se dressait la Bastille. C'est au nord du jardin, tout près de l'amphithéâtre Verniquet, que Buffon a installé ses bureaux dans l'hôtel de Magny. Et c'est encore ici que travaille le directeur actuel du Jardin des Plantes. Alors vous êtes ici dans un très bel hôtel du XVIIIe siècle, au cœur du Jardin des Plantes, et vous êtes ici même dans le bureau de Louis Leclerc, comte de Buffon. Et ici, vous avez un bureau, c'est le bureau authentique sur lequel travaillait Buffon.
Buffon a été un très grand naturaliste, on pourrait dire l'un des plus grands naturalistes de tous les temps. Et au XVIIIe siècle, il a voulu avoir un esprit encyclopédiste. D'ailleurs, il a travaillé, il a œuvré au sein de ce grand courant des encyclopédistes. Et c'est une époque où les hommes, les savants, voulaient comprendre la nature, voulaient savoir ce qu'elle était avec l'observation, la description du monde vivant. C'est ainsi que Buffon nous a laissé cette somme extraordinaire qui est l'histoire naturelle. Cet esprit de l'encyclopédie, on le retrouve partout au Jardin des Plantes. Volonté de répertorier tout ce qui est connu, classer les connaissances, faire reculer les limites du savoir grâce à la découverte de nouveaux instruments. À la mort de Buffon, le Jardin du Roi comprend de nombreuses collections qui dépassent le seul domaine de la botanique. Plusieurs salles sont consacrées à la minéralogie, mais aussi à la zoologie et à l'étude de l'homme. La vision d'un peintre est optique, elle est visuelle. Et avant de peindre, il y a effectivement l'émotion de ce que je vois, des bocaux avec des cerveaux, des couleurs très subtiles, variant du jaune, verdâtre, à des couleurs très foncées. On ne peut pas expliquer ça, on peut le peindre, mais on ne peut pas l'expliquer. Je suis venu à Paris parce qu'un de mes amis m'a téléphoné. Il travaillait à la galerie zoologie, mais il travaillait par les fenêtres, il peignait les arbres. Tout d'un coup, on se trouvait devant ce hall immense, extraordinaire, et je n'avais plus de mots. J'ai été confronté avec le 19e siècle et une concentration qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Par moments, j'avais l'impression que c'était une cathédrale. C'est surtout le matin quand la lumière rentrait avec ces colonnes magnifiques en fonte. Et j'ai peint quand même 150 tableaux. Moi, j'étais émerveillé devant cette richesse de la nature. Et puis, en plus, l'histoire, c'est toute l'histoire des découvertes d'un tas de gens extraordinaires qui ont introduit les animaux, qui ont enrichi les collections, souvent avec le risque de leur vie. Ces collections sont réunies au retour de grandes expéditions, voyages d'exploration ou campagnes militaires comme celle de Bonaparte en Égypte. La commission des sciences et des arts recrutée par Bonaparte, qui comprend 50 membres, a pour gigantesque projet un inventaire intégral de l'Égypte. Tout le territoire, toutes les catégories de la population, toutes ses institutions, tous ces monuments, ainsi que sa faune et sa flore, doivent être étudiés et répertoriés. Des cartes du pays doivent être faites. Le projet de construction d'un canal coupant l'isthme de Suez doit être mis au point. Tout l'esprit des encyclopédistes est résumé dans cette extraordinaire ambition, intégrant dans le domaine des savoirs une Égypte qui n'avait fait jusque-là que hanter les imaginations. La somme de tous ces travaux sera plus tard réunie dans la description de l'Égypte, comprenant 23 volumes, et dont Geoffroy Saint-Hilaire pourra dire « Nous avons recueilli les matériaux du plus bel ouvrage qu'une nation ait pu faire entreprendre ». Pendant la Révolution, le Jardin du Roi devient muséum d'histoire naturelle. On y étudie tout ce que l'on découvre, mais on veut aussi diffuser le savoir. Et le grand amphithéâtre Verniquet accueille les étudiants de la nouvelle école normale qui forment les futurs enseignants. Notre méthode est celle que nous indique Denis Diderot dans l'Encyclopédie. L'ordre du monde n'est pas si parfait qu'il n'y paraisse de temps en temps des formes monstrueuses. Je puis vous soutenir que toutes les combinaisons vicieuses de la nature ont disparu. Il n'en est resté que celles qui pouvaient subsister par elles-mêmes et se perpétuer. Combien de mondes estropiés, manqués, se sont dissipés, se reforment et se dissipent à chaque instant dans les espaces éloignés. Pour satisfaire la curiosité des Parisiens,
une ménagerie est construite au nord-est du jardin. Elle permet de rassembler tous les animaux exotiques. Créée sous la Révolution, elle accueille d'abord les animaux des domaines royaux, surtout celui de Versailles, puis toutes les bêtes détenues par les forains. Vous avez ici Maurice, notre lion actuel, dans la ménagerie du Jardin des Plantes. Le premier lion en fait qui est venu, c'est celui qui appartenait au roi à Versailles en 1793, au moment de la Révolution, et il a été ramené avec son compagnon le chien. Ces deux animaux avaient été donnés par un intendant, ils revenaient du Sénégal, ils vivaient ensemble. Ils ont eu beaucoup de mal à s'habituer à la ménagerie, car les cages à cette époque-là étaient très exiguës, mais ils sont restés 4-5 ans comme ça, malgré tout heureux. Et puis un jour, malheureusement, le chien est mort. Alors on a voulu lui donner un autre compagnon, au lion, et il a mangé ce nouveau chien, voyez-vous. La ménagerie a été créée pour acclimater de nouvelles races. Ainsi, ces lamas, autrefois, c'était vraiment des animaux très sauvages et très particuliers. On les amenait pour en faire des moutons. On a amené comme ça énormément d'animaux sauvages qu'on voulait domestiquer, parfois un peu rudement, parce que les parcs n'étaient pas forcément acclimatés. Le deuxième temps aussi, c'était de faire de l'anatomie, parce qu'on ne connaissait pas du tout ces animaux, on ne savait pas les élever. On faisait comme ça de l'anatomie ou de la physiologie grâce aux cadavres. C'était assez triste. Dans ce vieux zoo, on fait ce qu'on appelle de l'enrichissement du milieu. C'est-à-dire que, par exemple, les fosses à ours qui sont 1802, qui sont un peu vieilles quand même, sont maintenant automatiquement améliorées. On met des branchages aux ours, on met des poissons, on met beaucoup de choses pour occuper les animaux. Ah, ma belle. La classification de toutes les espèces découvertes permet d'effectuer des rapprochements. Pour Cuvier, qui s'intéresse aux animaux disparus et entrevoit l'existence des dinosaures, chaque espèce est bien différente d'une autre. Au contraire, Lamarck, avec sa théorie du transformisme, déclare que tous les êtres vivants ont la même origine. Ainsi, 37 ans avant Darwin, Lamarck expose une théorie de l'évolution. Puis, tout le long du XIXe siècle, de nombreux savants au Jardin des Plantes anticipent les découvertes qui vont bouleverser le monde scientifique au XXe siècle.